dernier a enquêté pendant 6 mois pour remonter les différentes filières et surtout pour comprendre pourquoi ces enfants veulent aller chercher un ailleurs meilleur. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les États, ivoiriens ou maliens, qui ont maintenant pris conscience de ce fléau et qui tentent de l'endiguer, mais de donner la parole à des enfants pour qu'ils retrouvent peut-être un jour la liberté. Voici Trafic d'enfants de Nils Tavernier. Moussa, est-ce que tu peux nous dire combien d'années tu as travaillé dans cette plantation? J'ai fait 6 mois. Comment as-tu eu ces blessures? Dans les plantations, on nous faisait porter des sacs de cacao de 60 kilos. Si tu n'arrives pas à porter les sacs, il y a un chef d'équipe qui est choisi pour te battre. C'est un journaliste malien, Kaba Diakité, qui a tourné ces images pour que ce témoignage serve de leçon à tous les enfants qui rêvent d'aller travailler en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire de cet enfant qui m'a donné envie de faire le film. J'ai eu envie de savoir qui sont ces jeunes Maliens qui vont chercher fortune en Côte d'Ivoire. Quelles sont leurs conditions de vie dans les plantations. J'ai eu envie de suivre la route qu'empruntent les trafiquants. La Côte d'Ivoire et le Mali ont reconnu ce trafic. Ils ont signé un accord pour y mettre fin. Je décide alors de partir avec mon équipe et Kaba Diakité, le journaliste malien. Il accepte de nous suivre pendant toute la période de notre tournage. Nous allons à Sikasso. C'est une plaque tournante de toutes sortes de trafics possibles. C'est la dernière ville malienne avant la frontière avec la Côte d'Ivoire. J'ai commencé par le commissariat pour savoir comment la police faisait face au problème du trafic d'enfants. C'est lieu de travail est obligatoire, incontournable. La ligne pour le progrès. Ok, je prends tout de suite. La police judiciaire. Voilà. Ici, c'est la police judiciaire. La section de police judiciaire. Ce sont des gris-gris, c'est psychologique. Des gris-gris. Oui, des gris-gris. Des psychologiques, c'est psychologique. Les marabouts leur font ça, ils croient qu'avec ça, ils ne peuvent pas être pris. Ils sont invulnérables. Bon, ils portent ces choses-là pour commettre des bêtises, mais néanmoins, on les prend. C'est le bureau qui s'occupe du trafic des enfants. Je suis le chef de la police judiciaire. Inspecteur Konaté, chef de la police judiciaire. Et c'est vous qui vous occupez du trafic des enfants? Oui. Racontez-moi comment... C'est le bureau des enquêtes. Et comment ça se passe, ce trafic? Bon, au courant de l'année 2000, nous avons reçu à peu près 200 enfants dans le cadre du rapatriement des enfants victimes de trafic. Moussa Doumbia, il est victime de trafic d'enfants. Vous voyez son corps? Victime de sévices, de brimades, au cours des travaux. L'histoire de Moussa est devenue l'emblème de la lutte contre le trafic d'enfants. Est-ce qu'il peut nous dire qui l'a frappé? Il s'appelle De Gaulle. De Gaulle était l'un des parents du propriétaire de la plantation ou c'était un autre travailleur comme lui? C'était un travailleur comme moi. Est-ce que ce travailleur est-il malien ou non? Un Malien. Est-ce qu'à son avis, De Gaulle a agi librement ou De Gaulle a agi sur l'ordre du patron des lieux? C'est le patron qui lui a ordonné de faire ça. Est-ce que De Gaulle ne pouvait pas refuser? Le patron disait que celui qui refuse de frapper sera lui aussi frappé. C'est ce que le patron disait. Est-ce qu'aujourd'hui il pardonne à De Gaulle ou il continue de lui nourrir une haine? Oui, je lui pardonne, parce que De Gaulle n'avait pas le choix. On l'avait forcé à le faire. La Côte d'Ivoire constitue aux yeux de bon nombre de Maliens, surtout la masse paysanne, comme un Eldorado.
ils ont, n'est-ce pas, à cœur d'aller faire un tour dans ce pays afin de pouvoir ramener quelque chose pour eux-mêmes et pour la famille. Les garçons vont peu à l'école au Mali, les filles encore moins. Dans les villages, ils connaissent rarement leur âge. Le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est la raison pour laquelle un tiers de sa population vit à l'étranger. Les enfants, dès tout petits, partent souvent chercher fortune en Côte d'Ivoire. Ils veulent partir pour chercher fortune, mais ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Bon, si bien qu'on les débarque ici, on les dissuade pour qu'ils ne partent pas. C'est des naïfs. Ils sont là, ils pensent qu'ils vont faire fortune en Côte d'Ivoire, mais en fait, ils ne savent pas ce qui se passe réellement là-bas. Le vendeur, il est malien ou burkinabé, et l'acheteur, il est ivoirien. Ou aussi c'est des Maliens des fois installés dans ces plantations ivoiriennes. Alors, donc, dans tous les sens, c'est des individus mal intentionnés, des individus, je dirais, vraiment crapuleux, qui se livrent ce trafic et honte des enfants. Et malheureusement, certains ont vu en ce système une source de revenus. Et c'est ainsi qu'on est allé au trafic des enfants. Et il en est de même aussi pour ces marabouts, dans le bon vieux temps, qui amenaient avec eux des élèves coraniques. Il y a donc deux filières d'enfants trafiqués, ceux des marabouts et ceux qui partent d'eux-mêmes. Nous sommes chez le marabout le plus important de Sikasso. Les familles envoient leurs enfants en pension chez les marabouts. Ils sont chargés de nourrir et d'accueillir les enfants qui deviennent alors des élèves coraniques. Ils apprennent le Coran, ce sont les disciples du marabout, on les appelle des talibés. En Afrique, les marabouts sont considérés comme des demi-dieux, des maîtres incontestés. Il arrive aussi qu'ils donnent aux enfants une éducation scolaire. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Les talibés récitent ce jour-là les louanges du prophète Mahomet. Ils répètent machinalement pendant des heures les 201 noms du prophète. Au Mali, 90% de la population est musulmane. Comment vous vous appelez? Daouda Sangaré. Je suis marabout. J'ai été élève pendant 25 ans dans une école coranique. Je suis marabout, ici à Sikasso depuis 35 ans. Je fais partir beaucoup d'enfants tous les 2 mois, travailler dans des champs. Ce marabout est un grand pourvoyeur de main-d'œuvre vers la Côte d'Ivoire. Il y envoie ses élèves coraniques travailler. C'est sa fortune. Chaque élève lui rapporte beaucoup d'argent. Mon plaisir, c'est de recevoir les élèves, de les instruire et de leur donner une sagesse spirituelle. C'est la chose qui m'intéresse. C'est ça que j'aime faire. Le soir même, nous avons rendez-vous avec l'un des élèves du marabout. Avec Kaba Diakité, nous l'avons sorti discrètement de son école pour qu'il puisse nous parler. Ces élèves n'ont pas le droit de parler devant leur marabout. Pour le protéger, j'ai décidé de masquer son visage. Ce talibé a participé à plusieurs convois d'enfants vers la Côte d'Ivoire.
Comment il s'appelle ton marabout? Il s'appelle Sangaré Daouda. Sangaré Daouda. Est-ce que ton marabout, s'il te demande de faire quelque chose, tu le feras? Je le fais. Et tu pourrais faire tout ce qu'il te demande? Oui, tout ce qu'il me demande. Il y a beaucoup de talibés chez ton marabout? Oui, il y a beaucoup de talibés. Combien il y en a? Bon, le nombre vraiment, je ne connais pas. Ce qui est sûr, ce qui est là-bas, c'est plus que 1000. Les enfants que le marabout envoie en Côte d'Ivoire, les enfants travaillent dans les plantations appartenant à des Maliens ou des plantations appartenant à des Ivoiriens? C'est des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Est-ce que les enfants, quand ils reviennent avec l'argent qu'ils donnent au marabout, avant qu'ils le donnent au marabout, est-ce qu'ils prennent une petite part là-dedans pour eux-mêmes? Ou bien ils donnent intégralement l'argent au marabout? C'est qu'on amène là, on le donne. Intégralement? Oui. Ils ne prennent rien pour eux-mêmes? On le nom de l'argent, on connaît déjà. C'est 60 000 ou 75 000. Pour le temps qu'ils ont travaillé. Ils ne prennent pas un franc. On ne prend rien dedans. Ce qu'ils ont fait pour eux là-bas, c'est ça qu'ils font. Donc tout l'argent est pour le marabout? Oui, tout l'argent pour le marabout. Combien on t'avait donné pour amener le convoi jusqu'en Côte d'Ivoire? On m'avait donné 50 000 francs pour aller. Les frais de route. Il y avait combien d'enfants? On était 30 enfants. Bon, en partant, il y en a qui ne sont pas des cas d'entier. Il y en a même qui sont plus ivoiriens et sont maliens. À rentrer en Côte d'Ivoire, vraiment c'est très difficile. Souvent, ceux qui n'ont pas de cas d'entrée là, souvent on paye chacun 2000, chacun 2500, chacun 1000 francs. On paye à qui? Le frais de route. On paye aux gendarmes, aux policiers ou aux douaniers? Gendarmes. Gendarmes. Les gendarmes ivoiriens. Maliens aussi. Non. Pour le Mali là, bon, si c'est trop, si les enfants sont nombreux. Voilà, si les enfants sont nombreux, en sortant, bon, souvent le Mali, il n'accepte pas. Et pour que tu passes, il faut payer de l'argent. Voilà. À qui? Le gendarme. Avec Kaba Diakité, nous suivons la route du trafic vers la frontière. On se dirige vers Kadiolo. C'est le dernier village avant la Côte d'Ivoire. Radio Yélène, émet au Mali et en Côte d'Ivoire. Elle est très impliquée dans la prévention du trafic. Nous essayons de sensibiliser les populations rurales sur les dangers de ce trafic. Parce que dans notre zone, il y a beaucoup de pistes qui nous relient à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, où les agents de sécurité n'ont pas vraiment les moyens pour pouvoir maîtriser tous ces aspects-là. Trafiquant, depuis que je suis venu, je n'en ai pas constaté. Pour le moment, la route officielle, c'est-à-dire le goudron, je pense bien que ce n'est pas aussi exploité. Je pense qu'il y a des pistes, des empreintes. Nous sommes à Goulogodougou. Goulogodougou, c'est le dernier village malien. Donc, à partir de la rivière, vous rentrez en Côte d'Ivoire. Ah ouais, l'autre côté de la rivière, ça c'est la Côte d'Ivoire. C'est le seul poste de frontière où l'on rencontre des gendarmes qui vous demandent vos papiers. À part ça, la frontière, c'est que des pistes qui permettent aux trafiquants d'emmener facilement les enfants vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays le plus riche de la région grâce à la culture du café et du cacao. Une personne sur 4 est originaire des pays voisins. Les enfants vont beaucoup plus à l'école qu'au Mali. C'est la raison pour laquelle peu d'entre eux tombent aux mains des trafiquants. Nous nous arrêtons à Korougou. C'est une des plus grosses villes de la Côte d'Ivoire.
Elle est comme Sikasso au Mali une plaque tournante de tous les trafics possibles. À l'entrée et à la sortie de chaque ville en Côte d'Ivoire, il y a des postes de contrôle que la police appelle aussi frontières. L'adjudant-chef du commissariat à Korogo a accepté de nous montrer des passages qu'empruntent les trafiquants pour échapper au contrôle de police. Une fois arrivés dans ce quartier, ils font décharger les passagers. Et puis il y a des complices, tellement des complices qui sont là, qui les accompagnent. Ils savent que les policiers sont sur un côté ici, bon, ils passent de l'autre côté. Ce qui est sûr, ils ont des indicateurs. Hein. À tout moment, il y a des gens qui sont là, qui viennent signaler la position des policiers par rapport à leur véhicule. C'est ça le niveau du problème. Nous nous enfonçons à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La prochaine ville, Bouaké, est à 340 km du Mali. Certains enfants maliens quittent leur famille très jeunes pour aller chercher du travail dans les villes. Ils font parfois des dizaines de kilomètres à pied pour s'y rendre. Ils arrivent dans les gares routières où ils traînent et ils sont repérés comme des main-d'œuvre dociles. Il arrive aussi que des chauffeurs de bus les acceptent sans frais. Arrivés à destination, ils les gardent en otage avant de les céder à des planteurs qui rembourseront les frais de route. L'enfant a lui aussi un prix qui s'ajoute aux frais de transport. Dans le jargon des trafiquants, cela s'appelle arrivée payée. Concernant le trafic des enfants, il faut beaucoup faire attention. Puisque Sikasso, il paraît qu'il y a des enfants qui viennent par les cars. Donc moi j'ai fait directement partir un message à mon chef de gare à Sikasso pour lui expliquer que tous les enfants qui viennent à Sikasso, qui n'ont aucun papier, c'est pas la peine de les prendre dans le car. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, région du café et du cacao, nous allons rencontrer un planteur qui exploite les enfants. Bon, dans la plantation, je représente le vieux. Ouais. Le vieux? Oui, si le vieux n'est pas là, je suis à sa place. Ils viennent comment ici? Bon, dans ça, s'il veut venir, ils viennent ensemble. Ils viennent ensemble? Oui, dans un camion. En tout cas, le transport, c'est un peu cher. Et aussi les agents qui sont sur la route, c'est ce qui fait que le transport est trop cher. Comment ça, les agents qui sont sur la route? Bon, en tout cas, les policiers, les gendarmes, arrivé aux gendarmes, donc tu peux payer une sorte de somme d'argent. Pourquoi tu payes aux gendarmes? Bon, il y a certaines qui n'ont pas leur carte de séjour, vous voyez. Ah, il y a des enfants qui n'ont pas leur papier? Oui. Et les gendarmes, ils n'aiment pas ça alors? Non, ils n'aiment pas ça. Mais ça, c'est des gendarmes qui sont plutôt au Mali ou en Côte d'Ivoire? Au Mali comme en Côte d'Ivoire. Et ça, les policiers, c'est cher à payer alors? En tout cas, aux policiers, si tu n'as pas les cartes de séjour, on te demande de payer au moins 15 000. Bon, avec les pardons, tu payes au moins 2 000 ou bien 1 000 francs chacun. Par enfant? Oui. Voilà, ce qui fait que c'est très cher. À Korogo, il y a des Maliens qui se promènent pour chercher du travail. Mais tu peux tomber d'accord avec un, il peut venir 2 jours, 3 jours, bon, il va fuir aller. Il va quoi? Il va fuir aller. Il va partir si il va partir. Pourquoi il va partir? Il y a des gens qui veulent atteindre Abidjan. Bon, dans ça, tu le prends, tu le déposes ici, il fait 2 jours et continue. Il part? Donc, ce que vous avez dépassé, il ne peut pas vous rembourser. Ah, d'accord. Maintenant, ce planteur ne prend plus que des enfants du marabout. Ses disciples ne quitteront pas d'eux-mêmes les plantations. C'est leur marabout, demi-dieu incontestable, qui leur donne l'ordre d'aller travailler. Ils lui font confiance, c'est leur maître coranique. Ils n'ont d'ailleurs plus de réflexion autonome possible. Qu'est-ce qu'il dit le marabout pour les papiers? Bon, pour le papier, il dit que comme l'État a déjà pris la décision de ne pas laisser venir les enfants, donc il ne peut pas faire le papier.
Pour les enfants, quoi. Oui. Donc c'est un contrat verbal. Voilà. Avec les talibés, là, tout est clair. Vous voyez? Bon, tu peux pas avoir peur d'eux. Ça fuit pas. Les enfants qui travaillent dans les champs ne sont pas tous forcément victimes du trafic. Ils peuvent aussi travailler dans les plantations de leurs parents pour participer à la vie de leur famille. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis burkinabé. Tous ces mômes sont mes enfants. J'en ai d'autres qui ne sont pas là pour le moment. Elle est belle à la plantation en tout cas. Ici, nous sommes dans notre plantation familiale et nous travaillons uniquement avec nos propres enfants. Il n'est pas normal qu'un enfant ne compte que sur ses parents. Ce n'est pas bon qu'il reste à la maison sans rien faire. C'est là où tu dors? Là, je dors. Et tu dors seul ici? Non, et moi, puis là. Après plus de 4 heures de route avec Kaba Diakité et Diarra, un membre de l'amicale des Maliens de Daloa, nous cherchons le responsable des planteurs de la région. Nous tombons par hasard sur 2 enfants. J'ai 16 ans. Et son copain? Lui, il a 14 ans. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est un locataire qui m'a trompé pour m'emmener ici. Depuis combien de temps tu es là? Il n'est pas question de temps ici. On travaille. Et depuis quand tu travailles? 1 an et 11 mois. Je n'ai jamais reçu de salaire. Depuis 1 an et 11 mois, tu n'as jamais reçu de salaire? Le propriétaire de la plantation, est-ce qu'il vous a acheté? Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais le planteur t'a dit qu'il t'avait acheté? Oui, il me l'a dit. C'est bien pour ça que pendant les 6 premiers mois, on est très surveillé. Quand tu arrives, on te surveille même quand tu dors pendant 6 mois. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Puisqu'on n'est pas payé, on n'a pas d'argent pour partir. Si on avait de l'argent, on pourrait partir. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Je suis parti de chez moi en disant que je rentrerai dans 2 mois. Donc je ne peux pas rentrer chez moi maintenant les mains vides. Mes parents vont dire que je suis un fainéant. J'ai cherché du travail pendant 2 mois au Mali, jusqu'au moment où j'ai rencontré le trafiquant qui m'a détourné pour m'amener ici, en Côte d'Ivoire. Es-tu prêt à partir s'il ne te paye pas? Je préférerais qu'il me paye. Mais je retournerai de toute façon voir ma famille, avec ou sans salaire. Si tu fuis et si on te rattrape, la punition est sévère. Les planteurs ont repris d'autres enfants dans leur fuite et ils les ont frappés. Et il y en a même qui sont morts. Les planteurs disent que tu es un voleur en fuite, et alors n'importe qui peut t'attraper et te tuer. Vrema est reparti travailler sans nous permettre de le suivre. Il avait peur de se faire surprendre par son patron en train de nous parler. Le planteur que nous allons rencontrer emploie beaucoup d'enfants maliens. Pour qu'il nous laisse visiter sa plantation, je lui ai dit que je faisais un film sur le café. Alors, très amicalement, il s'est fait passer pour un homme très gentil. Mon nom c'est M. Soro Fonipo, et puis un planteur à région de Daloa. Au début, j'étais au bureau de Malien, comme tu bureau à Daloa. Je m'ai dit, si ces enfants n'ont pas arrivé le 20 ans, on ne peut pas les prendre. Ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, il ne faut pas les prendre. Alors ça aussi, tu peux maintenant, si des enfants de mineurs, tu vas avoir les problèmes. Si les enfants sont malades, je les
prends partir à l'hôpital. Si tu vas s'amuser un peu, vous pouvez s'amuser un peu. Je fais une télévision dans mon campement. On va regarder un peu. Le tour de ma droite, c'est mon petit frère. Contrairement aux belles paroles du planteur, ces enfants sont tous mineurs. 17. Ah, bon, cher. Bon, Brissa connaît, c'est lui qui est là. Lui vient de Niena. Oui. Il y a beaucoup de Maliens dans cette plantation. Et à peu près 8. Il y a 8 ici pour le moment. Nous sortons du campement à 7 h du matin. Le temps d'affûter les machettes et d'arriver à la plantation, il est 9 h environ. Certains jours, on travaille jusqu'à 17 h. J'ai 17 ans. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Nous avons prévenu le planteur que nous sommes là que pour 4 mois. Parce qu'après, nous devons rentrer. Tu penses qu'il va te payer? Je n'en sais rien. Il nous reste 2 mois à tenir. En tout cas, il nous a promis de nous payer dans les 2 mois. Il est là pour les surveiller et il veille aussi à ce que les gens ne se blessent pas. L'enfant a des droits. Il a le droit d'apprendre, de jouer, de rêver, d'être en bonne santé et d'aller à l'école. Ces droits ont été reconnus par les 71 chefs d'État qui ont signé en septembre 1990 la Convention de l'UNICEF relative aux droits de l'enfant. La Côte d'Ivoire a adopté cette convention. Elle n'est clairement pas respectée dans cette plantation. Selon l'UNICEF, il y aurait 15 000 enfants victimes du trafic en Côte d'Ivoire, qui travailleraient dans des conditions abominables dans les plantations. L'enfant est une main-d'œuvre rentable et bon marché. Ça fait juste 27 jours que je suis là. Et depuis que je suis là, je me sens très fatigué. Et le patron a gardé tous mes papiers. Tout ça, c'est l'aboutissement d'un complot préparé depuis Bamako, jusqu'ici en passant par Sikasso. Je connais tous les intermédiaires et je pourrais vous les montrer si vous m'aidez à sortir d'ici. Tu sais que tu as été vendu. Mais tu sais pour combien tu as été vendu?
À ma connaissance, la tractation était faite pour 25 000 francs CFA. Le chauffeur qui nous a amenés a prétendu avoir payé 10 000 francs CFA et l'intermédiaire qui nous a remis au planteur a reçu 15 000. Mon copain avec qui j'ai voyagé, lui s'est déjà échappé. Et lui, il est déjà arrivé à Daloa. Il pourra vous donner d'autres informations complémentaires si vous le souhaitez. Plein d'enfants ont subi le même sort que moi. Il y en a beaucoup qui ont réussi à s'enfuir. Est-ce que parmi ceux qui s'évadent, il y en a qui se font rattraper? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on rattrape dans leur fuite. Selon les témoignages de certains, quand on te rattrape dans la fuite, tu es sévèrement battu. Je voudrais que vous m'aidiez à sortir des mains de ces personnes. J'aimerais tellement sortir d'ici. Alors, je pense tout simplement qu'il faut l'aider à sortir de l'enfer. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, à mon avis, nous tous, on peut se serrer les mains pour faire la liberté de l'enfant. Nous sommes à Daloa. Le seul moyen de faire sortir l'enfant est de demander l'aide du président de l'amicale, qui est responsable des Maliens de sa région. Kaba Diakité va essayer de le convaincre de prendre en charge l'enfant jusqu'à Bouaké, chez le consul du Mali. Mais nous, si nous vous apportons un témoignage comme quoi tel enfant a des difficultés, alors il est du devoir du comité de l'amicale de faire son travail. Moi, je venais de parler au téléphone avec le président de l'amicale des Maliens de Daloa, qui disait être fatigué de tous ces petits convois de jeunes Maliens qu'il faut forcément à chaque coup renvoyer vers le Mali. Depuis 3 ans pratiquement donc, son bureau est seul dans ces opérations de rapatriement. Le président a semblé hésiter un peu avant de dire oui, avant de donner son accord. Est-ce que depuis la convention qui a été signée en septembre, les gouvernements maliens ou les gouvernements de la Côte d'Ivoire vous ont aidé financièrement au rapatriement des enfants? Non. Vous pensez que c'est dû à quoi? Bon, j'ai dit à quoi? Ça, c'est entre les deux États. Hein. Sinon, normalement, moi, j'ai fait parce que je suis malien. Mais alors, vous le faites avec quel argent? Bon, souvent des associations nous-mêmes ici. Bon, souvent, si les problèmes sont sérieux, on fait les cotisations. On fait les cotisations aux membres du bureau. Nous partons le soir même dans la plantation pour tenter de libérer l'enfant. Afin de ne pas mettre en péril la tractation, nous avons décidé de filmer en caméra infrarouge. Kaba Diakité va se faire passer pour un parent proche de l'enfant. Le planteur n'étant pas là, c'est avec son fils que Kaba et Diarra négocient. Ils vont régler ça entre eux. Il n'y a pas de problème. C'est ça, non? Ah, c'est ça, la pièce, sa carte d'identité. Il a la carte nationale d'identité, il a l'extrait de naissance aussi. Pour éviter qu'Ibrahim ne s'échappe, le planteur a confisqué ses papiers. Après plus de 4 heures de discussion, et grâce à seulement 100 francs français, le fils du planteur accepte de libérer Ibrahim.
Non, non, ça c'est super. Regardez. Bon. On va allumer le feu ici. Ça va, Il est où mon copain Draman? Il a demandé si son ami Draman qui a réussi sa fuite est bien à Daloa. Je lui ai dit que oui, c'est Daloa qu'il est. Et c'est probablement avec Draman qu'il va pouvoir passer la première nuit de liberté. C'est le consul du Mali à Bouaké qui accueille les enfants dans sa propre maison. Il prendra en charge les frais de rapatriement vers le Mali. Il y a des traumatismes qui doivent suivre après. Je crois qu'il ne suffit pas de les libérer. Il faut les traiter. Il y a beaucoup de choses parce que ça peut marquer quelqu'un, ça. Surtout quand ça t'arrive dans ta jeunesse comme ça. Je trouve qu'il y a des séquelles certainement. C'est pour cela que je parle de vie détruite. Ibrahim a retrouvé son ami Draman. D'autres enfants victimes du trafic attendent d'être rapatriés dans leur famille. L'aventure qu'on a vécue ensemble, on en rit parce que vraiment on a l'impression d'avoir frôlé le pire. Moi j'étais au campement lorsqu'il est petit. Moi et lui là, on a sorti ensemble au Mali. On ne peut pas parler de salaire pour nous. On est parti de chez nous et au bout de 15 jours, on a fui les plantations. On a voyagé sans jamais payer un franc pour le transport. Les personnes qui nous ont fait voyager nous ont remis aux planteurs qui, eux, ont payé notre transport. Quand on a demandé à notre employeur de nous rendre notre liberté, il ne voulait pas. Il avait déboursé de l'argent pour nous. Donc, il voulait nous forcer à travailler pendant 1 an dans ses plantations. Ce travail permettait aux planteurs de rembourser ses frais. Mais 1 an de travail, c'est beaucoup plus que le prix du billet. C'est pas juste. Tout ce que je savais, c'est que le travail n'était pas payé. On gagnait pas d'argent, on mangeait mal, et si tu arrêtais de travailler, on te frappait. Je vais vous dire quelque chose, et vous allez me dire si ça, ce n'est pas de l'esclavage. La nourriture que nous mangeons, elle était dégueulasse. Même les enfants des planteurs ne la mangeaient pas. Là où nous dormons, leurs enfants n'y dorment pas. Les travaux que nous faisons, leurs enfants ne les font pas. Je vais même te donner un autre exemple. Même quand tu es malade, on ne te soigne pas. Et on te force à aller travailler, même si tu dois mourir sur place. Je me sens libre et je peux même pas expliquer mes sentiments. Tu peux pas expliquer tes sentiments? Comment ça? Je suis tellement content d'être sorti des plantations, j'avais le sentiment d'être un esclave et je suis super heureux aujourd'hui. C'est une dizaine d'enfants sortis des plantations qui arrivent enfin à Sikasso après 8 heures de voyage. Ils passent leur première nuit dans un centre d'accueil d'enfants trafiqués.
commissariat de police de Sikasso impose aux enfants un interrogatoire. Ils espèrent ainsi pouvoir remonter les filières de trafiquants. C'est une des dernières épreuves qui les attend avant de rentrer dans leur famille. Pour un enfant, devoir se raconter devant la police n'est jamais facile. C'est votre première fois de partir. Hein? Il dit que c'est leur première fois de partir en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez quitté la Côte d'Ivoire? Vous voulez dire les plantations? On ne voulait pas aller dans les plantations parce qu'on était parti chercher du travail à Abidjan. Les trafiquants nous ont détournés et ils nous ont donné aux transporteurs qui nous ont remis aux planteurs. Les intermédiaires demandent aux planteurs une somme d'argent nettement supérieure au prix du transport. Vous avez compris? C'était pour nous faire travailler de force. Ils nous y obligent et on doit passer 1 an entre leurs mains. Donc, on travaille d'année en année. Il n'y a pas de mensualité. Si l'année elle n'est pas terminée, on touche aucun salaire. Et vous? Lui et moi, on s'est connus à la gare routière de Sikasso. Un trafiquant nous a séduits. Il nous a promis qu'on pourrait travailler 2-3 mois et repartir quand on veut. Le trafiquant nous a dit qu'il nous amène gratuitement chez des gens sérieux. On devait obtenir un contrat, et avec l'argent de ce contrat, on pouvait rembourser le voyage. Il nous a trompés. Il nous a amenés au bout de la piste, en bas de la gare, vers la droite. Et là, il nous a donné un transporteur. Et pourquoi vous avez accepté de le suivre? On n'avait rien, on cherchait du travail. On a eu confiance en lui. Combien de temps vous avez travaillé? On a travaillé pendant 15 jours. Le travail a été trop dur. La nourriture n'était pas bonne. Et c'est pour ça qu'on a fui. J'ai travaillé 1 mois. Et tu as travaillé avec lui? Oui, j'ai travaillé 1 mois, nous avons travaillé ensemble. Il m'a proposé de fuir, moi je lui ai dit que je fuyais pas parce que si on t'attrape, on te bat, alors j'avais peur. Celui-là, il a fui sous tes yeux? Voilà. Je me suis échappé des plantations et je me suis retrouvé chez un vieux, dans un village, pendant 1 semaine. Et après, je suis parti à Daloa. Je savais qu'on me recherchait. Tu as quitté ton village depuis combien de temps? Hein? Tu as quitté ton village depuis combien de temps? Il y a 1 mois. Tu étais avec lui? Oui, avec lui. Donc vous avez quitté votre village ensemble. Pourquoi? On est parti chercher du travail. Comment t'es parti en Côte d'Ivoire? Je partais chez l'oncle de mon copain et un individu nous a détournés. Et tu voulais aller où? Hein? Et tu voulais aller où? Je voulais aller à Soubré. Mais comment vous êtes revenu? On n'avait pas à manger. Et nous, on a fui car le travail était trop dur. Donc dans les plantations là-bas, les travaux étaient durs. Bon, ils ne mangeaient pas à leur faim. Bon, ils ont fui des plantations. Vous voulez faire quoi maintenant? Vous voulez retourner chez vous? Vous voulez retourner dans votre village? Maintenant, je veux travailler. Je ne veux pas rentrer au village. Ils souhaiteraient rester à Sikasso ici, travailler un peu, avoir un peu d'argent pour retourner au village. Ils ne vont pas retourner au village bredouille sans quelque chose. Ils n'ont donné aucun nom de trafiquant à la police, par peur de représailles. Oumar Dambélé, agent de l'action sociale de Sikasso, ramène les enfants mineurs jusque dans leur village. Son travail, c'est de faire de la prévention et de l'information dans les familles. Nous cherchons pendant 3 heures le village des enfants. Ils n'ont pas du tout envie de rentrer chez eux.
Tu es parti en Côte d'Ivoire. Maintenant que tu es revenu dans ta famille, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ton voyage? C'est important que ta famille le sache. Mon voyage en Côte d'Ivoire s'est très mal passé, une sorte d'enfer. Finalement, ça te fait plaisir d'être là. En tout cas, l'aventure que tu as vécue, c'est bien que tu en parles à ta famille. Et maintenant, qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui voudrait tenter le même voyage que toi? Je lui dirai tout de suite de ne pas partir. Et vous, en tant que chef du village, vous étiez au courant du trafic d'enfants? Oui, j'en ai entendu parler une fois. Donc je ne peux pas dire que je ne suis pas au courant. C'est vrai que j'en ai entendu parler une fois. On nous a dit que des enfants avaient tenté de fuir. Des chasseurs les avaient rattrapés et puis tués. Ils les avaient enterrés sous des termitières. Moi, de mes yeux, j'ai vu des os. Ces enfants étaient partis chercher du travail pour s'acheter un vélo. Ils sont tombés aux mains des trafiquants qui en ont fait des esclaves. Ils sont revenus dans leur village sans leur vélo. Ils vivent quotidiennement l'enfer dans ces plantations. Et c'est des tombes alignées sur combien de mètres? C'est des tombes, Ce sont des tombes des enfants qui tombent malades, faute de soins, qui meurent. Et on les enterre de façon n'importe comment. Ibrahim travaille maintenant chez son oncle. Il est réparateur de mobylettes à Bamako. Quand on perd un enfant et qu'il revienne, on est toujours content. Quand nous avons appris qu'il a été au maire des trafiquants, nous nous sommes d'abord fait des reproches. Parce que si nous nous étions bien occupés de lui, cela ne serait pas arrivé. Depuis qu'il a disparu, nous nous sommes inquiétés. Nous avons fouillé les commissariats, les hôpitaux. Obligatoirement, quand un enfant qui s'en va comme ça revient, et surtout dans la condition dont il est revenu, il faut s'inquiéter. D'abord, savoir pourquoi il est parti. C'est la première question qu'on lui a posée. Voilà, je me sentais un homme, je voulais partir à l'aventure, gagner quelque chose par moi-même, démontrer à moi-même que je suis capable de réussir dans la vie. C'est pourquoi je suis parti. Nous lui avons posé la question, quelles étaient vos conditions là-bas? Il nous a dit qu'ils étaient traités en esclaves, pas en humains. Et même les malades, lui-même, il a été, dans ce cas, il était malade. On a dit qu'on va le transporter quelque part pour le soigner. Or, il a constaté que ceux qui étaient partis pour être soignés ne sont jamais revenus. Ça me touche énormément parce que nous sommes tous des Africains. Si un de nos voisins, comme la Côte d'Ivoire, ça donne à de telles pratiques. Vraiment, ça me touche, c'est choquant. C'est choquant, vraiment. Parce qu'on a tendance à dire que les Blancs nous ont fait ceci, c'est là. Entre nous-mêmes ici, ça ne va pas. En espérant que les grandes personnes ne lâcheront pas l'affaire.